important, en fait, vraiment au cœur de toute stratégie numérique, c'est l'identité du titre, l'identité du média. C'est super important et ça doit guider la stratégie. Deuxième point qui est important, c'est que les projets numériques doivent être vraiment pris au sérieux. Ça reste quand même dans beaucoup de médias des projets un peu des side projects, des projets de jeunes. Aujourd'hui, un média peut plus être, il me semble, un média qui va entre guillemets avoir des papiers moyens. Il faut qu'il y ait une densité. On va à une conférence de presse et on se fait happer par la conférence de presse, par finalement l'agenda de ce qu'on fait la conférence de presse, au lieu d'avoir préparé ça un peu plus en amont. Entre la nécessité de faire un journal print de qualité et puis la nécessité d'aller chercher de nouveaux publics avec d'autres formats, avec d'autres pratiques, c'est évidemment notre grand défi. Ça a quelques impacts particuliers pour des journaux régionaux dont je vais parler. Une des choses qu'on a beaucoup travaillé, des audiences spécifiques à travers des newsletters, mais pas seulement, c'est-à-dire de créer des petits groupes qui vont chercher une audience sur une thématique. Et on a pu en explorer 5 de ces thématiques. Celle qui marche le mieux, c'est la thématique transfrontalière, donc elle est liée directement à notre situation géographique et au fait qu'on a un journal local et régional. Au début, il y a les contenus. C'est la matière première. Quel sera le canal idéal et quelle forme je vais lui donner? Le style a ses raisons que le SEO ne connaît pas. Vous pouvez le dire dans l'autre sens, ça marche à peu près aussi. Dans un souci de référencement, vous allez devoir faire quelques concessions, ce qui rend le débat pas toujours évident selon le collègue ou la collègue que vous avez en face. Il faut trouver de bons compromis, en fait, entre le style, les règles journalistiques et puis l'efficacité googléenne, si on peut dire. On oublie que la concurrence intramédia fait pas mal de dégâts. Au fond, le vrai modèle disruptif, c'est la gratuité. On est encore aujourd'hui confronté à ce qu'on appelle la culture de la gratuité qui a été produite non pas seulement par les acteurs que sont les réseaux sociaux, Google et compagnie, mais aussi par les propres acteurs des médias qui ont généré au fond les difficultés à venir. Je rappelle aussi une chose, c'est que le modèle de la gratuité n'est pas un modèle vraiment pérenne. Il y a eu en Suisse, dans le format imprimé, au moins 6 gratuits qui ont existé. Aujourd'hui, on en connaît essentiellement un. On constate quoi? Justement, les jeunes aujourd'hui, que 5% consomment de la presse papier payante et que 91% considèrent que l'information, vue sur les réseaux sociaux, c'est de l'information. Et que la source émettrice du contenu d'information ne compte pas. Donc il doit y avoir une réflexion pédagogique. Défi, à mon avis, c'est pas du tout le print contre le digital. Ce qui est le vrai défi, c'est qu'on n'est pas les seuls à être sur les channels. Et c'est à nous de montrer notre pertinence et aussi de renforcer ce sens de marque. Un des enjeux des médias, être important pour les gens, pas uniquement pour générer de la baume, mais aussi simplement pour générer de la fidélité. La crise de confiance que les gens ont envers les médias, on ne la résoudra pas uniquement à travers les personnes, mais on la résoudra aussi à travers les personnes. La notion de plume, de personne est absolument fondamentale pour l'avenir des médias. C'est-à-dire d'où on part et ce qu'on ne va pas changer, c'est-à-dire les valeurs de service public, un employeur responsable, maintenir la position sur le marché radio-tv. La technologie, l'innovation est souvent perçue comme des changements technologiques. C'est une vision un peu courte de l'innovation, parce que c'est avant tout une acculturation, c'est avant tout un changement des processus, un changement des mindsets, que ce soit des journalistes, c'est l'intégration des data analyses dans les rédactions, enfin bref. C'est vraiment une vision holistique qu'on a et qu'on doit avoir de la transformation. TikTok, on veut y aller, on a nos exigences éditoriales, c'est-à-dire faire de l'information rigoureuse et vérifiée. Alors, on a fait un petit benchmark, des focus group, on a fait des maquettes, on les a testées. On est dans une forme de design sprint déjà à ce moment-là. On a obtenu un alignement, je dirais, entre la plateforme, les jeunes qui s'y trouvaient, donc plutôt des 18-24, voire plus jeunes, et puis leurs besoins, un besoin tout simple qui tombait plutôt bien pour nous, c'était de comprendre l'actualité. Qui est Vladimir Poutine? C'est quoi l'OTAN? En réalité, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, le besoin, il était de ne pas se sentir à la marge de l'info. En fait, s'il n'y avait pas d'intérêt pour l'info en tant que telle, c'est parce qu'il y avait des zones d'ombre qui leur donnaient l'impression de ne pas être concernés.
Jean Dumur a été créé en 1986 par plusieurs rédacteurs en chef, en hommage évidemment à Jean Dumur. Le prix Jean Dumur 2023, comme vous le savez déjà par la presse, est officiellement remis à Fatih Mansour du journal Le Temps. Nous ne nous connaissons pas vraiment, Fatih. Nous nous sommes croisés de loin dans les rédactions de La Suisse et du Temps. Pour être tout à fait transparent, nous n'avons même jamais bu le moindre café ensemble. Ton écriture et ta connaissance approfondie de cette matière que tu traites maintenant depuis, calculez, 35 ans, sont un véritable enrichissement pour nous et même parfois des petits moments d'enchantement. En fait, j'y suis tombée un peu plutôt par hasard, ou plutôt grâce à Pierre Dufresne, qui était alors le rédacteur en chef du Courrier et d'ailleurs un des membres fondateurs de ce prix Dumur. Accusé d'être l'auteur de ces atrocités, Jouni, de son prénom d'emprunt, est totalement insaisissable. Ce Finlandais de 34 ans, jugé depuis jeudi à Genève, fait son entrée avec un salut militaire, lit un texte qui dénonce un complot, oppose un lourd silence à toute question sur les faits, et proteste souvent et se fait expulser de l'audience ou préfère sortir de lui-même. À dire d'experts, le prévenu souffre d'une maladie mentale qui aurait fortement altéré sa capacité de discernement et de maîtrise de soi tout au long de cette nuit de terreur.